Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Le débat s'enflamme sur la moralisation de la vie publique. Les mesures choc annoncées par le gouvernement font l'objet d'un tir de barrage de l'opposition qui dénonce une diversion et un risque de grand déballage des patrimoines. Après son vote tout à l'heure à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'emploi va arriver au Sénat où les oppositions sont aussi vives à la gauche du PS. Débat dans ce journal dans un instant entre les sénateurs PS Claude Jeannereau, rapporteur du texte, et l'élu communiste Dominique Vatrin. 2 otages français libérés d'Afghanistan, on ignorait leur existence jusqu'à l'heureux dénouement. Invité du 19h, Mirdad Nijrabi, député de Kapisa et président de la commission des affaires de sécurité de l'Assemblée afghane et qui est de passage à Paris. Mais d'abord, Delphine Girard en direct de l'hémicycle, puisque le Sénat continue de se hâter lentement vers le vote de l'article 1er de la loi sur le mariage pour tous. Delphine, où en sommes-nous à cette heure-ci, alors qu'on attendait bien ce scrutin il y a presque 24 heures maintenant? Eh bien, bonne nouvelle, hein, Michel, a-t-on envie de dire. On se dirige enfin vers le vote de cet article 1er. On est entré dans les explications de vote depuis environ 40 minutes au Sénat. Alors, les sénateurs de l'opposition qui ont pris la parole pour l'instant développent toujours le même argument, celui qu'on a entendu depuis jeudi. Selon eux, ce texte ouvrirait la voie aux techniques médicales d'assistance médicale à la procréation pour les couples homosexuels, la PMA et la GPA, ce que les sénateurs de droite réfutent. Et pourtant, la garde des Sceaux a redit cet après-midi le périmètre précis de son projet de loi. Il sera limité au mariage et à l'adoption. On l'a dit, les débats s'enlisent. Alors, conséquence bien, de ce ralentissement des débats, les sénateurs socialistes sont quasiment muets. Ils ne prennent pas la parole. Ils n'ont pas envie non plus de ralentir davantage les débats. En tous les cas, Michel, dès que le vote intervient, eh bien, je vous donnerai les résultats certainement en direct dans votre journal. Très bien, on vous retrouve donc incessamment, Delphine Girard. Et puis tout à l'heure, notons-le, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour les factieux dans notre République. Pas de place, a-t-il dit, pour ceux qui pensent imposer leurs idées par l'intimidation, par la peur et la violence. Réaction du ministre aux attaques homophobes de ce week-end. La moralisation embrase toujours le débat politique dans la foulée de l'affaire Cahuzac. Le choc annoncé par le gouvernement avec lutte accrue contre les conflits d'intérêts, transparence des patrimoines, suscite de fortes réserves à droite. Le patron des députés PS, des députés UMP, a frappé fort aujourd'hui. Il a traité Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir de repris de justice. Il s'est attiré les foudres du patron des députés du Parti socialiste. Le Premier ministre a défendu, lui, la démarche voulue par l'exécutif lors des questions d'actualité. Les Français ont besoin d'avoir confiance dans leurs institutions, dans les élus de la République. Pour l'immense majorité des élus de la République, quelle que soit leur sensibilité politique, ils croient à l'engagement, ils croient aux raisons pour lesquelles ils se sont présentés devant le peuple. Et lorsqu'ils ont un mandat, ils l'assument pour leur immense majorité avec intégrité. C'est ça la réalité. Mais en même temps, je considère que nos concitoyens ont le droit de connaître par la transparence tout ce qu'ils sont en droit d'attendre pour qu'il n'y ait aucun doute concernant chacun des élus à qui ils ont fait confiance. Voilà, et Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui était l'invitée de Preuve par 3 tout à l'heure à 18h sur Public Sénat, a réagi aux dernières propositions pour moraliser la vie politique. Comment veut-on parler de moralisation si déjà au départ, on n'a pas la morale élémentaire de respecter les 20% de Français qui ont voté pour le Front National à l'élection présidentielle? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez au chef du gouvernement? Je demande la moindre des choses, c'est de montrer que les choses ont changé. Parce que le simple fait de se réunir, de faire de l'entre-soi, comme ils sont en train de le faire dans le cadre de ce débat sur la moralisation, démontre que rien n'a changé. Depuis 25 ans, en fait, maintenant, les élus français doivent remplir une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat, une déclaration tenue secrète et rarement vérifiée. En Europe, les contraintes sont-elles plus fortes sur les parlementaires, notamment? Panorama dressé par Julie Hulin. En matière de moralisation de la vie politique, ce sont encore une fois les pays scandinaves qui montrent l'exemple. En Suède, Norvège et Finlande, les revenus et patrimoines de tous les citoyens relèvent du domaine public et sont publiés sur Internet.
La presse joue également un rôle en évoquant régulièrement le patrimoine des politiques. Pour le reste de l'Europe, de nombreux pays possèdent des autorités de contrôle avec plus ou moins de réussite. Au Royaume-Uni, c'est la Chambre des communes qui contrôle et publie sur Internet le registre des intérêts des membres, rassemblant les revenus et fortunes des élus. Mais les patrimoines des ministres restent privés, tout comme en Allemagne. Là-bas, les députés doivent déclarer toutes les activités rémunérées qu'ils effectuent en plus de leur mandat, dès que les revenus dépassent 1 000 € par mois ou 10 000 € par an. Ces déclarations apparaissent sur Internet. En Italie, les revenus et patrimoines des élus sont rendus publics par l'autorité de garantie de la concurrence et du marché, mais les élus peuvent continuer à exercer leurs activités professionnelles. Des conflits d'intérêts sont régulièrement dénoncés. Si la transparence totale semble inciter les élus européens à se discipliner, la France envisage, elle, aujourd'hui, un système plus coercitif avec plus de vérifications et des sanctions plus lourdes. Et alors que le Premier ministre promet des mesures de lutte contre la grande délinquance financière, c'est son expression, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, demande à la presse, et en l'occurrence Le Monde, de transmettre à l'administration les fichiers de l'Offshore Leaks. Quelques 130 Français détenteurs de comptes à l'étranger apparaissent dans ces fichiers. Le journal n'en a dévoilé qu'une dizaine pour l'instant. C'est son projet et il y tient. Jean-Marc Ayrault réaffirme ce soir son attachement à Notre-Dame-des-Landes à l'heure où la commission de dialogue sur le futur aéroport nantais rend son rapport. Cette commission justifie l'utilité du projet, mais recommande des aménagements en réduisant, par exemple, la surface totale de l'infrastructure. Le vote à l'Assemblée nationale tout à l'heure de la loi sur la sécurisation de l'emploi, sur la base de l'accord signé entre le patronat et 3 syndicats, signature acceptée par une majorité de députés socialistes. Il y a eu des abstentions, mais il y a eu également des abstentions massives du côté de l'UMP et des centristes. Ce vote ouvre la voie à son examen au Sénat. Les résistances à cette loi, désormais, restent vives du côté de FO et de la CGT, deux syndicats qui ont appelé à une nouvelle manifestation aujourd'hui avec FSU et Solidaire. Résistance relayée au Sénat par la gauche de la gauche. Jérôme Rabier. Texte historique pour le gouvernement, précarisation des salariés pour le front de gauche. Le texte sur l'emploi, à peine voté à l'Assemblée nationale, arrivera au Sénat dans une semaine. Venu le présenter ce matin en commission des affaires sociales, Michel Sapin vante les avancées du texte. C'est un grand texte de progrès. Certains peuvent dire on pourrait aller plus loin. C'est vrai qu'on peut toujours vouloir aller plus loin. Mais le progrès d'aujourd'hui est déjà considérable et c'est cette conviction-là que je voudrais faire passer auprès de tous, y compris au sein, bien entendu, du Sénat. Droit rechargeable au chômage, temps partiel devant représenter 24 heures par semaine minimum ou encore flexibilité pour les entreprises en difficulté. Voilà l'équilibre que le gouvernement ne souhaite pas voir modifié. Au groupe socialiste, on ne déposera donc que très peu d'amendements. Les éléments que nous avons nous laissent à penser que déjà le projet de loi gouvernemental a amélioré l'accord national interprofessionnel. Le travail de nos collègues députés l'a aussi fait, à voir s'il est encore améliorable sans briser l'équilibre général du texte, parce que c'est quand même important. Si le PS votera pour, l'UMP pourrait, comme à l'Assemblée, s'abstenir pour ne pas empêcher l'adoption du texte sans pour autant valider la méthode. C'est donc à gauche du PS que les critiques sont les plus vives et que de nombreux amendements sont à attendre. Notamment sur les plans sociaux qui vont être facilités, sur les possibilités de contestation au niveau prud'homal ou au niveau juridique, avec le délai de prescription qui va être réduit. Contrairement à l'Assemblée où le Front de gauche a joué l'obstruction avec presque 5000 amendements déposés, le groupe communiste au Sénat sera plus mesuré, mais compte défendre pied à pied les mesures favorables aux salariés, quitte à mettre la majorité de gauche au Sénat dans la difficulté. Les invités du 19h, donc Claude Jeannereau, bonsoir, sénateur PS du Doubs, et puis vous êtes le rapporteur de ce texte qui a été célébré tout à l'heure par Jean-Marc Ayrault, qui a évoqué une grande réforme, mais qui a été contestée dans la rue, puisque la CGT revendique aujourd'hui 120 000 manifestants. Avec nous également, et pour entamer le dialogue, Dominique Vatrin, bonsoir, vous êtes sénateur communiste du Pas-de-Calais. Alors il y a donc un accord paritaire, il y a aujourd'hui une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais apparemment deux lectures opposées. Alors est-ce la sécurisation de l'emploi ou bien des licenciements, comme le disaient les slogans aujourd'hui, Monsieur Jeannereau? Écoutez, je crois que d'une certaine manière, tout est dit dans le titre. Michel Sapin s'est exprimé, je partage évidemment en tout point ce qu'il a exposé. C'est un accord équilibré
qui à la fois apporte des droits nouveaux aux salariés et qui en même temps introduit les souplesses nécessaires. Je crois que, on disait c'est un accord gagnant-gagnant. Je n'aime pas cette expression. C'est en fait un nouvel équilibre qui nous est proposé et on aura l'occasion, j'espère, dans le débat, de le démontrer. Tout de suite. Vous allez pouvoir le démontrer, mais alors écoutons d'abord les arguments de celui qui est votre adversaire aujourd'hui, Monsieur Vatrin. Bon, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Oui. Nous n'avons pas la même lecture. Mais quand c'est ce qui nous il sépare. ne met pas la balance au même niveau que vous quand il étudie cet accord, cette loi désormais. Oui, je crois, moi, que le texte est complètement déséquilibré, que la feuille de route qui était issue de la conférence sociale de juillet a été détournée par le MEDEF. Et aujourd'hui, le projet qui nous est présenté n'est pas un projet de sécurisation de l'emploi, mais bien plutôt un projet qui flexibilise le travail, et je pourrais en donner quelques exemples, et qui facilite les licenciements. J'entendais ce matin en commission des affaires sociales le ministre Sapin nous dire que lui ne voulait pas interdire les licenciements boursiers contrairement au communisme et qu'il comptait les rendre plus coûteux pour les entreprises. M'aperçois qu'ici, au contraire, je pose la question à mon collègue, comment ici dans ce texte les licenciements pourraient-ils être plus chers alors que par exemple le barème qui va être imposé au prud'homme va remettre en cause la réparation intégrale en cas de licenciement abusif, lorsqu'il n'y a plus du tout de règles pour les plans sociaux collectifs de licenciement, tout se fait au niveau d'accords d'entreprise où évidemment, dans le contexte actuel de crise, il y aura un grossier chantage à l'emploi et les salariés seront soumis à dur affaire. L'administration n'est pas évacuée. Absolument, justement, l'administration est réintroduite et l'administration devra vérifier que les plans de sauvegarde de l'emploi comportent l'ensemble des clauses nécessaires. Mais permettez-moi de revenir sur quelques points, et si mon collègue le veut bien. Il n'y a pas... Il est prêt on est là pour débattre. Vous êtes prêt à peut-être être convaincu. Non, je ne crois pas. Mais on est là pour débattre. Je l'ai déjà tenté au travers des diverses commissions que nous avons tenues ensemble. Non, ne laissons pas croire, chers collègues, que seul le MEDEF a apposé sa signature au bas de cet accord. Je rappelle que c'est un accord majoritaire qui a recueilli non seulement la signature du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, mais surtout de la CFDT, de la CFTC et de la CFE-CGC. Et aujourd'hui, force est de reconnaître, on peut au moins se mettre d'accord là-dessus, que c'est un accord qui recueille la majorité des suffrages et en cela, c'est un accord légitime. Moi, je voudrais insister sur un point. Je vous disais tout à l'heure, c'est un accord équilibré parce qu'il est porteur de droits nouveaux pour les salariés. Il me paraît aussi lutter contre la précarité et aussi, en cela, il crée en effet un nouvel équilibre. Il est, si vous voulez, il anticipe sur les mutations économiques en proposant des accords, des possibilités de recours à des accords de maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, on est dans un système binaire où on licencie, où on maintient l'emploi. Là, aujourd'hui, nous allons pouvoir, au terme des accords qui sont mis en place, des possibilités d'accords, rechercher des voies alternatives. Alors, M. Vatrin, c'est une solution, une alternative au licenciement pur et dur, en quelque sorte. Les accords de maintien dans l'emploi vont être, c'est vrai, quand il y aura accord, et je pense que ce sera quand même difficile, puisqu'ils devront recueillir 50% des salariés, des organisations représentant les salariés. Donc ces accords de maintien dans l'emploi sont tout à fait déséquilibrés, puisque les salariés seront placés devant un chantage qui les amènera au nom d'une conjoncture, donc quand même une clause tout à fait vague, à accepter des réductions de salaire ou une réorganisation des temps de travail. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les salariés, donc ces accords collectifs seront dérogatoires par rapport à la loi, c'est-à-dire que la loi ne sera plus protectrice, que le salarié sera seul devant son patron et que si
il n'accepte pas l'accord collectif qui pourrait être signé par des organisations syndicales, il serait licencié. Licencié pour faute, licencié individuel pour motif économique, sans rien à sauver pour vous dans ce texte. Sans pouvoir remettre en cause ce licenciement. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement grave, ce texte, aussi parce que c'est une discrimination indirecte concernant les femmes, à travers notamment ce qui est prévu pour le temps partiel. Vous savez que le gouvernement met en avant le fait qu'il y aurait aujourd'hui des contrats à temps partiel qui ne pourraient pas être inférieurs à 24 heures. Or, quand on regarde ce texte, eh bien, on s'aperçoit que les dérogations sont tellement importantes qu'elles prévoient même des accords de branche dérogatoires et que, y compris les heures complémentaires, au lieu d'être rémunérées 30%, pourraient être à hauteur de 10%. Alors, vous voyez, quand on voit, d'une part, les licenciements où il n'y a plus de règles de la loi, où le salarié est placé face à son employeur qui peut lui imposer beaucoup de choses. On a dit tout à l'heure, homologation par l'inspection du travail, on sait ce que ça veut dire. Les autorisations administratives de licenciement, 85% des licenciements est accepté. Et pour les femmes, une régression à cause de la précarisation du travail qui va s'accentuer. Voilà. Alors, il y a quand même des avantages quand même qui sont mis en avant par les syndicats. Ils ont signé quand même, ils n'ont pas signé les yeux fermés. Oui. Il y a des avantages pour les mutuelles, par exemple. Alors revenons. J'aimerais simplement... Et puis, il y a les droits rechargeables, par exemple, à l'assurance chômage. Vous me permettrez juste d'apporter... juste sur l'accord de maintien dans l'emploi. Mon collègue en fait une description très noire. Justement, le texte que nous avons là va permettre de sécuriser, d'encadrer ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Jusqu'alors, il y a des accords entre les syndicats et les entreprises. Mais là, on y introduit un certain nombre de normes, d'exigences. Par exemple, ce qu'il n'a pas dit, qui est un élément important, c'est que l'effort, pendant ces 2 ans maximum, où on va s'attacher à maintenir l'emploi, c'est mieux quand même que de le supprimer, eh bien, les efforts devront être équitablement partagés entre les salariés, les managers et les actionnaires. C'est un point important. J'en reviens à votre question. Oui. Porteur de droits nouveaux, je vais donner 2 exemples. La complémentaire santé, c'est pas rien, vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, dans notre pays, il y a près de 400 000 salariés qui n'ont aucune couverture complémentaire santé. Il y a 3 700 000 salariés qui n'ont qu'une couverture individuelle. Eh bien ça, c'est un avantage supplémentaire. Au 1er janvier 2016, tous les salariés en bénéficieront. Les droits rechargeables, c'est le deuxième exemple. Non, deuxième exemple. Le compte 2016 a-t-il dit après c'est différé. J'ai toutes les contraintes que j'ai indiquées, c'est maintenant. Je crois qu'on est bien après le vote de la loi. On est bien entré dans le détail de ces mesures, de ce texte, de cet accord. Mais je voulais savoir, Monsieur Vatrin, il n'y aura donc pas de majorité au Sénat. Les centristes, l'UMP vont s'abstenir majoritairement, comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous allez voter contre ? Moi, je lis pas dans le mar de café. Simplement, nous dans l'État, le texte n'est pas acceptable et nous voterons contre en l'État, bien évidemment. Nous allons déposer autant d'amendements qu'il y a de reculs sociaux dans ce texte. Nous allons nous battre pied à pied. Alors, j'ai pas dit des milliers parce que les temps de parole sont pas les mêmes pour les parlementaires au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, nous allons nous en débattre et proposer des amendements autant qu'il y a de reculs sociaux. Monsieur Jeannot, est-ce que vous craignez là ce soir d'être porteur d'un texte qui ne va pas recueillir la majorité du Sénat, comme c'est arrivé plusieurs fois? Nous allons essayer d'utiliser toute notre force de conviction, car on n'a pas eu le temps de décrire l'ensemble des droits nouveaux. Vous avez évoqué la complémentaire santé, je pourrais aussi parler du compte personnel de formation. C'est un droit nouveau et qui sera attaché à la personne, qui est attendu depuis si longtemps. Les droits rechargeables au chômage. Bref, on aura bien des occasions de développer ces différentes contre-arguments. Ces différentes avancées. Vous avancez une mesure positive à vos yeux. Non, les droits rechargeables à l'assurance chômage, attention, c'est pas financé. C'est renvoyé à une discussion, une négociation au sein de l'assurance chômage. Le patronat a dit, je ne mettrai pas un sou supplémentaire. Alors qui va payer?
les autres salariés sous forme de réduction de leurs droits ou les salariés en général sous forme de hausse des cotisations. Voilà un droit qui est annoncé en trompe-l'œil parce qu'il n'est pas financé. Alors, le débat va être très vif. Il est déjà sur ce plateau. Ah oui, mais on a le temps. D'un mot. Ah non, on n'a plus le temps. On a le temps. D'un mot. Il n'est pas du tout démontré que cela coûte plus cher. Voilà, c'est la réponse était courte. En tous les cas, on va vous retrouver, monsieur. Et voilà, il y aura des débats sans doute homériques sur ce texte qui soulève bien des questions. Et dans la rue encore aujourd'hui. Et nous sommes portés par la rue, puisque je me félicite du succès de cette manifestation. Merci en tous les cas. Et nous sommes portés par la légitimité des partenaires sociaux. Merci. On va évoquer maintenant l'Afghanistan, puisque nous allons recevoir donc Mirdad Nijrabi, qui est député de Kapisa et puis président de la commission des affaires de sécurité de l'Assemblée afghane. D'abord, alors que 2 otages humanitaires français viennent d'être libérés, après plusieurs mois de détention, on ne le savait pas jusqu'à présent, la situation sur le terrain, d'où se sont retirées, vous le savez, les forces françaises combattantes. Florence Tomaso. Jusqu'à hier, le Quai d'Orsay n'a jamais voulu communiquer sur la disparition des 2 Français à Kaboul. Un silence voulu pour protéger les 2 ressortissants et faciliter leur libération. Mais les conditions de leur enlèvement et celles de leur libération restent floues. La question d'une compensation se pose à nouveau. On sait seulement que les 2 humanitaires ont été enlevés fin 2012, début 2013, par des ravisseurs qui ne seraient pas des talibans. Des enlèvements aux motivations mystérieuses qui se multiplient dans ce pays instable. Après des années de présence étrangère, la vallée de la Kapisa, l'une des plus dangereuses du pays où plusieurs Français ont été tués, reste le terrain privilégié des talibans. C'est dans ce contexte que les troupes françaises poursuivent leur retrait pour laisser la place à une armée locale qui peine à sécuriser son territoire. D'ici une semaine, il ne restera plus que 1100 militaires sur place contre 3600 mi-2012. Une quarantaine de gendarmes présents à Kaboul depuis 2011 sera de retour dans les prochains jours après avoir formé quelques 6000 policiers afghans dans le cadre d'une force de gendarmerie européenne. Après l'été 2013, 500 soldats français seront maintenus sur le sol afghan, conformément à la volonté de François Hollande, un contingent concentré dans Kaboul. Le matériel, quant à lui, continue à prendre le chemin du retour. Un rapatriement réalisé par voie aérienne et fluviale pour l'essentiel, le reste s'effectuant par la route. Un départ anticipé qui se déroule conformément aux souhaits du président. Cette anticipation permet à l'état-major d'éviter l'embouteillage des voies de retrait lorsque les autres pays de l'OTAN rapatrieront troupes et matériel. Bonjour Mirdad Nijrabi, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Quelles sont vos informations sur cette prise d'otage de 2 Français qui s'est heureusement bien terminée? Qui étaient les ravisseurs? Les 2 journalistes français pris en otage pendant plus de 500 jours par les talibans, ils ont été gardés dans une zone sous l'influence des talibans proche du district de Tagob. Et ils étaient détenus par les talibans, malheureusement, et qu'ils ont passé très longtemps dans leur détention. C'est l'opposition armée de l'Afghanistan, les ennemis de l'Afghanistan, les ennemis du peuple afghan, mais aussi ils étaient des ennemis des amis de l'Afghanistan en Afghanistan et qui portent un préjudice à tout le monde. Et on avait un grand regret de voir qu'ils ont passé aussi longtemps. Il s'agissait bien de 2 humanitaires français, c'est bien cela. Oui, effectivement, il travaillait dans la province de Tagob. Alors, ce que l'on apprend régulièrement de votre pays, évidemment, et là, ce sont les attentats des talibans que vous évoquez à l'instant. Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la situation dans votre pays ? La situation politique et militaire en Afghanistan, comme on le voit à travers les médias et comme vous le savez très bien, la situation politique en Afghanistan est préoccupante malheureusement, mais comme on l'a dit, il n'y a pas eu d'une montée en force des ennemis de l'Afghanistan et heureusement surtout au Pakistan, mais ils n'ont pas encore eu suffisamment de force et suffisamment de progrès avancés pour porter des coups à la police et aux forces de sécurité afghanes.
Aujourd'hui, par exemple, on a des unités des forces spéciales des Américains et des forces de sécurité afghanes. Ils sont basés aux provinces de Kapisa et qu'ils ont porté des préjudices considérables aux ennemis de l'Afghanistan. Les Français s'étaient déployés dans votre province, donc la Kapisa. Est-ce que, maintenant qu'ils sont partis, du moins les forces combattantes, vous vous sentez quand même fragilisé? Et qu'est-ce qui a changé pour vous? Globalement, la situation au Kapisa, le gouvernement afghan est un gouvernement récent et quantitativement parlant, on a à peu près 352 000 hommes dans la force de sécurité afghane, mais on a surtout besoin de l'équipement qui ont été fournis à la fois par les Américains et d'autres pays amis de la communauté internationale, et cela dépend fortement de toute cette aide technique aux forces de sécurité afghanes pour qu'ils puissent être à la hauteur de la tâche qui leur attend. Mais on va dire heureusement une dégradation de la situation n'est pas constatée dans la province de Kapisa. Et de l'autre côté, les forces ennemies ne sont pas devenues plus fortes qu'avant. Mais vous avez toujours aujourd'hui de fortes attentes vis-à-vis de la France? En effet, les forces de sécurité françaises ont été présentes depuis 10 ans en Afghanistan, où le pôle stabilité dans la province de Kaboul et province de Kapisa ont mené en bien de très grands projets pour stabiliser l'Afghanistan. Et surtout, je présente mes hommages aux 88 soldats français qui ont perdu leur vie. Je présente mes condoléances à leurs familles et je remercie la France pour tous les projets de coopération et développement en Afghanistan et toute l'aide qui ont été faits dans l'éducation, dans la santé, dans l'électrification, dans le domaine de l'agriculture et aussi l'irrigation en Afghanistan, mais aussi dans le système dans les constructions et l'infrastructure en Afghanistan, sont très appréciés en Afghanistan. Et au nom du peuple afghan, en tant que député, au nom du peuple du Kapisa, je présente tous mes remerciements et ma reconnaissance à la France dans la sécurisation et stabilisation et développement de l'Afghanistan. Dans quel délai maintenant est-ce que vous imaginez pouvoir vous passer des forces de l'OTAN, toujours sur place? Comme je vous ai répondu tout à l'heure à votre question précédente, je peux vous dire que les forces de sécurité afghanes, quantitativement parlant, on a atteint notre objectif, mais de niveau professionnalisme et qualitativement parlant, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, peut nous aider à empêcher les pays à ingérer dans nos affaires intérieures, notamment le Pakistan, parce que les bases de logistique et la formation des ennemis se trouvent à l'autre côté de frontières de l'Afghanistan. Et la communauté internationale peut en même temps à la fois exercer une pression politique ou quelconque autre façon sur le Pakistan, mais en même temps renforcer les forces de sécurité afghanes. Et ce qu'on a besoin, c'est d'aider les organismes de renseignement en Afghanistan, des institutions de renseignement en Afghanistan. Depuis le début de cet entretien, vous parlez des ennemis de l'Afghanistan à propos des talibans, mais pourtant l'hypothèse de négociation avec eux avait été avancée, y compris même par les États-Unis. Est-ce que c'est une chose qui vous paraît illusoire un jour? Dans tous les pays, il y a des oppositions, que ce soit les oppositions politiques ou l'opposition armée dans certains pays, dans certains contextes. Quand on parle de ces gens-là, il y a des personnes qui viennent de l'Afghanistan et d'autres qui viennent qui se battent avec l'encouragement et le soutien des pays voisins de l'extérieur, et certains l'organisent depuis l'extérieur des frontières afghanes et qui organisent des attentats à l'intérieur de l'Afghanistan. Ils sont divisés dans plusieurs groupes, mais quand on négociation, chaque conflit a besoin de négociations ou d'une discussion pour arriver à un paix, pour mettre fin à un conflit. Et donc là, on a besoin de l'appui de la communauté internationale pour arriver à un certain paix. Donc c'est un processus politique où on a besoin du soutien politique de la communauté internationale. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nishrabid, de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Je précise qu'il y aura des élections présidentielles dans un peu plus d'un an, pratiquement une année maintenant, dans votre pays. Merci à vous.
beaucoup. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain rendez-vous d'information sur Public Sénat à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Bonsoir. Alors, cher Priant Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Voilà, cette injure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher Priant Jacob, j'assume, j'en suis fier. Malgré une longue tradition de bronca et de prise de bec, on est parfois surpris par certaines répliques entendues sur les bancs de l'Assemblée. Alors, s'agit-il d'une question d'âge ou de génération? L'alternance a-t-elle produit un nouveau style, voire de nouvelles techniques pour déstabiliser le ministre ou l'adversaire? Et comment se sont traduits dans les deux assemblées les récentes difficultés auxquelles a dû faire face le gouvernement? Cette semaine, nous habillons en tout bien, tout honneur, les trublions du Parlement. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.